peut définir le clown relationnel comme une démarche de soins relationnels par la voix du clown, pratiquée par des soignants avec des personnes psychiquement très dépendantes. Pourriez-vous me préciser ce que c'est et ce que ce n'est pas? Oui, c'est vrai que c'est une question importante, parce que c'est vrai que c'est une démarche par la voix du clown, et ce n'est pas du clown de spectacle. C'est une démarche bien distincte des pratiques des comédiens clowns à l'hôpital, par exemple. C'est une démarche d'art-thérapie pratiquée par des soignants. Qu'apporte l'art dans les soins? C'est vrai que l'art et l'art-thérapie sont de plus en plus présents dans les lieux de soins, et c'est heureux parce qu'ils y amènent de la vie, et ce n'est pas n'importe quoi. On pourrait dire que l'art, la musique, le clown, agissent sur l'humeur des personnes et sur l'ambiance des services. Maintenant, il faut être aussi prudent, parce que on est en milieu de soins et l'art n'est pas thérapeutique en soi. Donc l'art-thérapie est cette démarche qui vise justement à penser, à réfléchir aux conditions théoriques, méthodologiques, cliniques, qui font que l'art peut effectivement contribuer au bien-être et au mieux-être des patients. J'imagine que tout le monde n'est pas prêt à mettre un nez rouge. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Qu'apporte le nez rouge? Alors, il y a deux aspects dans votre question. C'est vrai que il y a pas mal de soignants ou d'éducateurs qui ont envie de s'aventurer autrement dans leur milieu de soins, de vivre d'autres rencontres d'une autre manière. Mais c'est vrai que mettre un nez rouge, il y en a qui nous disent « Oula, je ne sais pas si je serais capable, je ne sais pas si j'oserais ». Ce que je peux vous dire, c'est en tout cas que dans notre manière d'envisager le clown, on n'est pas dans le clown du spectacle, c'est dans une relation intime, souvent dans la chambre avec une personne, mais c'est une manière aussi très particulière d'envisager le clown qui est née dans nos premières expériences avec les enfants autistes. C'est avec eux qu'est née cette manière particulière d'envisager le clown comme art de la relation, art de l'accompagnement des personnes, qui s'enracine dans des fondements bien précis au niveau corporel, être bien dans ses pieds, dans son bassin, au niveau psychocorporel, l'ouverture aux émotions, aux sentiments, en état de jeu, les fondements ludiques, les fondements relationnels par le contact-regard. Et nous avons découvert assez rapidement, et les premiers soignants que nous avons formés dès 93, dès 93, nous ont dit « Écoutez, on découvre que les fondements, nous pouvons les appliquer à tout moment dans le quotidien des relations et des soins sans nez rouge. Mais, ont-ils ajouté, avec nez rouge, il y a de la magie en plus. » Et donc c'est ça que je peux vous dire. Avec nez rouge, d'abord les soignants osent plus. Ils osent être autrement avec les patients. Ça aide à poser un autre regard sur les patients. Mais ça produit aussi des effets positifs en plus. Des effets positifs au niveau des émotions positives, justement. Ça favorise les émotions positives du côté de la joie, de l'émerveillement. Un des étonnements renouvelés que nous avons dans cette pratique, c'est de découvrir que ces patients qui peuvent être dans des grandes détresses restent disponibles pour la joie, pour l'émerveillement. C'est vrai qu'on a tendance, et ces patients peuvent vivre des grandes détresses, parfois à les réduire à ce monde de la souffrance physique et morale, et nous pensons que c'est une erreur. Nous pensons que c'est vrai qu'il y a des vraies souffrances qui doivent être accueillies, qui doivent être accompagnées, qui doivent être apaisées, mais c'est important aussi de soutenir et de favoriser des émotions positives, et là, l'art, la musique, évidemment, c'est assez extraordinaire. Il y a des effets positifs qui sont tout à fait surprenants, des patients qui étaient mutiques, qui ont de nouveau envie de parler, des personnes qui ne marchaient plus, qui refusaient les soins de kiné, qui se remettent à marcher ou à danser. Et on pourrait vous citer encore des personnes qui étaient rétractées, qui étaient en repli fœtal, rétractées dans leur lit, qui se détendent, qui se réouvrent, qui ont à nouveau envie de quitter leur lit, de se remettre en vie. Ça leur donne, on pourrait dire, ça leur donne à nouveau envie. Et l'art, c'est vrai que l'art dans les soins, ça soutient cela. J'ai une question à écouter ce que vous nous dites qui me vient.
Et qui est celle-ci? Avec quel type de patient ou résident peut-on pratiquer cette démarche d'art-thérapie? En fait, ça s'est petit à petit diversifié assez rapidement. Donc, par-delà l'époque de recherche et de création de la démarche, quand on a commencé les premières formations de soignants, les premières formations en 93-94, on nous a demandé en pédiatrie. Très rapidement, on nous a demandé également de former des professionnels qui travaillent avec des enfants handicapés et polyhandicapés. Et là, c'est une vraie magie pour apprivoiser des personnes qui sont en repli, des personnes qui sont mutiques, des personnes avec qui ce n'est pas évident d'établir le contact, notamment, et puis d'établir des contacts tout en douceur avec ces personnes. Et puis très rapidement, dès 93, on a commencé à l'hôpital, dans les services gériatrie, en 94, dans les maisons de retraite, et en 95, en 95, ça a commencé avec des personnes Alzheimer et troubles apparentés. Et là, des effets que beaucoup de soignants ont qualifiés de magiques. Des personnes qui étaient en repli, en détresse, et qui s'apaisaient, qui de nouveau redevenaient disponibles du côté du bien-être. En fait, ce que je pourrais vous le dire, pour vous le dire autrement, nous avons découvert petit à petit qu'il y avait des caractéristiques transversales, communes à toutes ces personnes. En fait, au niveau psychologique, si on se réfère aux références cliniques des années qui sont connues depuis les années 40-60, en psychanalyse ou dans les approches cliniques relationnelles, il y a la notion de personnes psychiquement très dépendantes, qui est vraiment centrale et qui mérite d'être explicitée. Notre père de base par rapport à ça, c'est Winnicott. Winnicott, c'est vraiment l'auteur de référence pour tous les arts thérapeutes et pour beaucoup de thérapeutes d'ailleurs. Il était pédopsychiatre, donc il s'est intéressé d'abord aux jeunes enfants. Il a défini 6 degrés de progression, de processus de maturation chez l'enfant, mais il a précisé tous ces repères s'appliquent également à l'enfant dans l'adulte. Donc ça s'applique également à toute personne psychiquement très dépendante. Si je donne l'image de la poupée russe, la poupée russe, la dernière qui pourrait symboliser l'état adulte actuel dans lequel nous sommes, et puis il y a les différentes couches, adolescents, enfants, bébés pour la toute petite. Toutes ces couches-là restent vivantes chez chacun de nous. Quand nous accompagnons des personnes âgées, par exemple, on est confronté au retour des mémoires de l'enfance et de la petite enfance. Et ce n'est pas toujours des mémoires joyeuses, c'est parfois des mémoires très blessées. Donc cette ouverture, cette compréhension des dépendances psychiques, et notamment des degrés 1, 2, 3, 4, qu'on trouve beaucoup au grand âge, en fin de vie, ou en psychiatrie, par exemple, sont très très importants, parce que quel est le point commun? Un des points communs sur le plan de la communication. Ce sont des personnes qui communiquent peu, dont les possibilités de communiquer par la voie des mots sont limitées, sont altérées ou sont perturbées en raison de l'âge, la maladie, le handicap. Mais par contre, ce sont des personnes qui ont une vie affective intense et dont les affects s'expriment de manière prioritaire, non pas par la voie des mots, mais à travers des comportements. Alors, ça donne, par exemple, les troubles du comportement, quand ils laissent exprimer leur détresse, leurs angoisses, leur peur, leur colère. Ça s'exprime à travers ce qu'on étiquette troubles de l'humeur et du comportement. Et ça, ce n'est vraiment pas facile pour les soignants, les éducateurs, les psys qui travaillent avec eux.